deuxième rencontre avec Nirvana Brodien-Monnier. Nirvana, bonjour. Bonjour Michel. Et merci de me recevoir encore chez toi, chez ta fille plutôt. Nirvana, nous t'avons laissé la semaine dernière à Lille, où ton mari, jeune pharmacien militaire, a été affecté. Et toi aussi, tu es pharmacienne, et tu trouves très vite du travail. Ce n'est pas pour autant que le Pacifique est oublié. Avant le mariage, on n'était pas mariés encore. On a eu l'occasion d'aller en Calédonie, de venir en Calédonie. Donc, papa était déjà décédé, et puis... Donc la famille a pu connaître Philippe. Après on s'est mariés, mais ma mère n'a pas pu venir. Mais par contre, quand j'étais enceinte de Virginie, ma première fille, ma mère a pu venir nous rejoindre à Lille. Mais je l'ai admirée parce que il fallait partir de Nouvelle-Calédonie. Elle n'a jamais pris l'avion. Et après arriver à Lille parce qu'il fallait passer par Paris, après prendre le petit avion, arriver. Enfin, mais écoute, elle s'est débrouillée comme un chef. Et du coup, elle est arrivée pour la naissance de Virginie, voilà. Et après, il y a eu les demandes de poste. Première poste que j'avais dit à Philippe, écoute, on va demander la Nouvelle-Calédonie. Tu étais pharmacienne à ce moment-là, tu étais diplômée. Là, j'étais pharmacienne, ouais. J'étais diplômée de Lille. Là, quand on est diplômé, il faut trouver une pharmacie, il faut trouver une pharmacie. Et là aussi, j'ai eu la chance de trouver une pharmacie dans le Vieux-Lille. Et ce monsieur a été très content de m'avoir et c'est là où j'ai vraiment fait mes premiers pas. Mes premiers pas, il a fallu que je me débrouille. Écoute, je m'en suis bien sortie. C'était la première fois que tu travaillais sous la direction de quelqu'un. Voilà. Mais je l'ai même remplacé parce qu'il est parti en vacances. Donc j'étais là. J'ai même des photos avec ma maman qui tenait Virginie dans ses bras et moi dans la pharmacie avec les clients. Et la pharmacie était doublée d'un laboratoire parce que les pharmaciens fabriquent des médicaments. Oui, bon, il avait son petit labo. C'est une petite pièce, hein, oui. On faisait des gélules, on faisait des T'étais heureuse dans cette profession? Ah oui, tout à fait. Et le fait que tu sois polynésienne était un plus? Eh ben, les gens ne savaient pas forcément quand ils me voyaient. C'est vrai que physiquement, tu es le fruit de tellement de métissage. Oui, voilà. Et donc Philippe, lui, travaillait à l'hôpital militaire de Lille. Puis un jour, donc, il a fallu faire les demandes de changement de poste. Et comme ma mère était toujours en Calédonie avec mes deux frères, du coup, j'ai dit, on a postulé d'abord pour la Nouvelle-Calédonie. Après, en deuxième, pour Tahiti. Et puis, c'est Tahiti qui est sorti en premier. Oh là là, mais écoute, mais là, j'étais bouleversée, j'étais bouleversée. Et puis donc c'est comme ça qu'on a pris l'avion quand on est arrivé ici. C'était 17 ans après, c'est là où je retrouve ma cousine, là, 17 ans après, avec la piqûre de poisson-pierre, là, voilà, 17 ans. Donc c'est là où on a atterri ici. Et puis j'ai commencé à travailler, parce que Philippe travaillait à l'hôpital militaire, qui était à Taonnet, là, voilà. Et puis moi je cherchais un poste et je trouvais un poste à l'hôpital Mamao, au laboratoire. Et puis un jour, je ne sais pas pourquoi l'idée m'est arrivée comme ça. Je dis, mais tu pourrais aussi... Pourquoi tu ne t'installerais pas en pharmacie? Mais où? Après, je me suis dit, tiens, ça serait peut-être pas mal. Paea, c'est la ville le fief de la famille Chapman. Donc j'ai cherché et j'ai trouvé. Donc tout s'est mis en place. Mais quand je suis arrivée à Paea, là, à Tiapa, où je suis là maintenant, c'était une grande cocoterie. Il n'y avait que des cocotiers. Voilà, c'est comme ça que c'est petit à petit qu'on s'est installé là à Paea. Parce qu'il n'y avait pas de pharmacie à l'époque à Paea. Il n'y avait pas. Vous étiez quelques femmes pharmaciennes. Il y avait Jessie Parfait en ville. Jessie Parfait. Suzanne Varnet, je crois, à la pharmacie de Papeete. Je n'ai pas connu. Enfin, les anciens. Il a fallu construire le bâtiment. Il a fallu créer cette pharmacie de la première pierre à la dernière. Oui. Donc il a fallu trouver le financement. Le financement, aller à la banque, tout ça. Et on a eu de la chance parce qu'on est tombé sur les bonnes personnes. Parce que 2 ans après, celui qu'on avait rencontré, qui nous avait fait le financement, on a rencontré son remplaçant. Tu sais ce qu'il nous a dit? Il nous a dit, si ça avait été moi, vous n'auriez pas eu le prêt.
J'ai dit, ben écoute, tant mieux que tu sois pas là à ce moment-là. Tant mieux que tu n'étais pas là à ce moment-là. C'est très bien. Donc, en fait, tu imagines, c'est quand tu entends des choses pareilles, je dis, waouh! Heureusement, si ça avait été moi, vous n'auriez pas eu le prêt. Alors que là, Le prêt s'est mis en place. Et quand je me suis installée, après, il y a un médecin quelqu'un qui est venu qui avait son beau-fils médecin. Donc, en fait, c'est comme ça que il y a un cabinet, il y a un centre médical à côté. Voilà, le médecin qui est venu s'installer, puis après, il y a un dentiste. Donc, la ville commençait à prendre... Ah oui. Comment dire, à devenir, voilà, à se moderniser, puis surtout avoir des pharmacies dans la commune même, quoi. Hein, parce que les gens étaient obligés de partir jusqu'en ville. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai démarré. Est-ce que tu as été reconnue par les gens du pays comme étant apparentée à Paea? Pas au début, pas au début. Au début, un jour, il y a une mamie déjà qui arrive. Elle arrive à la pharmacie et j'étais toute seule devant. Les filles étaient derrière, parce qu'elles devaient faire la livraison, tout ça. Et puis elle arrive, puis elle était mais complètement affolée. Elle était affolée, puis elle tournait la tête à droite, à gauche, avec les yeux complètement révulsés comme ça. Et à un moment donné, une des filles vient devant au comptoir. Et là, je l'entends qui fait ah oui, heureusement que tu es là, parce que j'allais me demander mais comment j'allais expliquer à la Bhine Popa, qu'est-ce qu'il fallait, qu'est-ce que j'avais besoin. Et là, je rigole et je lui réponds en tahitien, mais écoute, tu peux parler, parce que moi, je pro-tahiti, tu avais moi, Nénet avait propromé et ahwaya ou. Elle m'a dit, ah ouais, elle m'a dit, oh là là, mais écoute, moi qui te croyais une Popa, tu vois, donc elle ne. Une bonne surprise pour elle. Oui. Non, la nouvelle a dû se répandre assez. Et par contre, la famille, petit à petit, elle a su ça. Elle venait me voir aussi, tu vois. Oui, la famille Chapman en particulier. Chapman et entre autres les filles Richemont. Parce que les filles Richemont, elles n'ont pas... les filles Richemont qui sont arrivées un jour à la pharmacie et qui la première chose qu'elles me demandent, quel est le nom de ton grand-père? Et quand je lui ai dit Clinton Chapman, bonjour cousine, ça a été le point d'entrée dans la conversation. Bonjour cousine, et voilà. Puis après elles m'ont raconté beaucoup de choses. En fait, voilà. Donc la deuxième femme, en fait, c'est le tribunal c'est le tribunal qui a tranché que c'est le mariage avec Bahine Moya à Faree de Huahine. C'est celui-là qui a été reconnu comme ses enfants sont Chapman. Alors que l'autre mariage n'a pas été reconnu. Donc, en fait, c'est Richemont, c'est quand même ma famille, tu vois. Et donc, je suis vraiment contente. C'était des femmes qui avaient déjà un certain âge, qui étaient venues me voir. Mais écoute, ça m'a fait mais alors, ça fait du bien, c'est émouvant. Bonjour cousine, comme ça. Puis elles avaient déjà un certain âge. Oh là là, c'est là où tu vois que finalement, tu as le chemin. Si tu as une bonne énergie sur ton chemin, les bonnes choses arrivent. Et dans la pharmacie, tu soignais aussi par l'homéopathie, c'était quelque chose? Oui, l'homéopathie, parce que là, ça marche. Hein. Il y en a plein qui critiquent l'homéopathie en disant mais ça ne marche pas, c'est du sucre. C'est ce qu'on entend maintenant. Et oui, il faut faire beaucoup d'études avant de dire des choses pareilles. Il faut faire beaucoup de physique, chimie, beaucoup de la physique quantique. Je pense que il y a beaucoup de choses qu'on ignore aujourd'hui. On ne peut pas dire que ça ne marche pas. Moi, j'ai tellement d'exemples. Ça marchait même sur les animaux. Un chat qui était sorti. Il était chez le vétérinaire depuis une semaine. Et puis, alors, le vétérinaire appelle la dame en disant, écoutez, venez chercher votre chat parce que il va pas s'en sortir. Et là, et là, je lui propose un produit. J'ai dit, écoute, tu voudrais pas essayer de l'homéopathie? Il était 7h30. Non, il était 7h moins le quart le soir, donc on allait fermer. Puis là, je lui dis, écoute, tu veux pas essayer l'homéopathie pour ton chat? Pourquoi pas? De toute façon, s'il est en fin de vie, soi-disant, essaye. Donc, je lui donne la dose. J'ai dit, écoute, tu dissous bien dans l'eau, puis tu donnes dans sa bouche. Puis après, je vois plus la dame, et puis peut-être un mois après, je la revois. Je dis, et ton chat? Alors finalement, il est mort? Il me dit, ah non! Écoute, elle me dit, dans la nuit, j'ai entendu du bruit, je me suis levée, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'arrive dans le salon,
Le chat était en train de sauter partout. Le chat était devenu vivant avec un petit tube, une petite dose d'homéopathie. Oui. Donc ça avait marché. Mais bien sûr, ceux qui parlent comme ça, ce sont des gens qui ne savent pas. Oui, c'est l'ignorance. Ah oui, c'est ça. Ce sont des gens qui ne savent pas. C'est pour ça que c'est difficile d'aller juger des choses comme ça quand on ne sait pas. Quand tu repenses à ces premières années à Paea et à maintenant, il y a vraiment une évolution énorme dans la thérapie, dans la façon de soigner. Oh oui, oui, bien sûr, oui, parce que ça évolue dans les traitements. Ça devient plus compliqué, ça devient plus... Bof. Enfin, ça devient un peu plus compliqué. Enfin, bof. Si tu veux, les choses évoluent, on va dire ça évolue. Puis il faut évoluer avec, quoi, tu vois. Mais cela ne m'empêche pas de continuer à proposer d'autres thérapies, quoi. Oui, parce que le pharmacien est souvent quelqu'un en qui on a confiance, quelquefois plus que dans son médecin. Et vous jouez le rôle du médecin. On vous demande, j'ai tel symptôme, qu'est-ce que je peux prendre, sans avoir recours à un médecin forcément. Oui, oui. Vous avez un rôle très particulier. Voilà. Mais on n'attaque jamais un médecin. Quand je donne des conseils, je donne des compléments. Je dis toujours aux gens, parce qu'il y a une chose très importante aussi quand tu as aujourd'hui, c'est la malbouffe. On a des gens énormes. Là, il y a un diabète qui est explosif. Après, il faut pouvoir payer tout ça. Et tu vas chercher où l'argent, hein? Donc, alors moi, ce que je me suis formée aussi, je me suis formée en chrononutrition, c'est-à-dire manger les bonnes choses à la bonne heure. Et donc, maintenant, je donne des conseils aux gens. Je leur donne des conseils sur la nutrition et puis... Alors ça t'est venu cette idée, c'est parce que tu as constaté que la population d'obèses était plus nombreuse, tu t'es aperçu que la malbouffe était quelque chose qui s'était installé. Voilà. C'est une initiative personnelle ou c'était un courant qui était déjà un peu... Ah non, c'était toujours personnel. Moi, toutes les formations que j'ai faites, c'est personnel. Et c'est des choses qui m'ont beaucoup aidée. Et là, c'est un peu la mémoire de ta grand-mère qui est revenue en toi. Oui, parce que ma grand-mère est vivante en moi, il ne faut pas oublier. D'abord, pour que j'existe, j'ai mon père qui est vivant en moi, ma mère qui est vivante en moi. Mais comme mon père, il avait un père et une mère lui-même, donc ils sont vivants en moi. Et les autres générations, en fait, on a toutes les générations vivantes en nous. C'est pour ça qu'il ne faut pas les juger, mal les juger. Il faut au contraire les remercier, parce qu'ils sont vivants en nous. Moi, c'est quelque chose qui est hyper important. Quelque chose qu'ils nous ont laissé comme héritage. Quel que soit l'héritage, c'est à toi à faire le nettoyage. C'est toi aujourd'hui qui va... Mais pour ça, il faut que tu saches. Tu vas faire ton nettoyage. Un travail sur soi-même. Un travail sur soi-même, tout à fait. C'est toi qui dois faire ça. Donc, toutes ces formations m'ont permis justement d'aller mieux. Et maintenant, quand je donne des conseils en nutrition ou en homéo, tout ça, je dis toujours, écoute, alors, ne changez jamais le traitement du médecin. Toté, il a son traitement. Moi, c'est une canne que je suis en train de vous donner à côté. Maintenant, si ça marche, dites à Toté que ce que vous faites, ce que vous avez pris. Par contre, il faut aider Toté aussi. Il faut l'aider parce que il faut que ce soit complémentaire. Il faut que ça soit complémentaire parce que c'est une aide. Si ça marche, tant mieux. Donc, autant que Toté sache. Comme ça, il peut modifier son traitement par la suite. Mais jamais je vais à l'encontre du médecin. Jamais. Non. On a besoin des médecins. Et là, c'est une canne. C'est pour que les gens prennent conscience d'autre chose. Mai to manao tau tiare popaiia e oe e vai noa I roto I to mawhatu wano anoa te tiare o tai Ano ihiara te hau a hei porohiti Aue mai te ireira Te huru tau tino e Noa, noa
Alors tu es pharmacienne, mais tu multiplies tes activités. Tu m'as dit que tu avais ouvert des ateliers pour apprendre aux gens à se nourrir correctement. Et alors nous sommes en train d'évoquer ce problème-là. Quelle idée tu as eu tout d'un coup de faire cet atelier? Écoute, bon, je vois bien qu'il y a énormément de problèmes de santé ici. Beaucoup de diabète, le diabète qui coûte cher, hein, et qu'il faut payer. Donc il faut de l'argent pour ça, donc il faut des emplois, il y a tout ça, et les gens qui sont malades, eh bien ils peuvent plus trop travailler, ils sont plus en forme, quoi. Donc j'entends parler de cette formation qui a lieu à Dijon. C'était le professeur Rapin. Pour moi c'était une sommité. Il était tellement convaincu, et non seulement convaincu, si tu veux, il travaillait avec des laboratoires de plusieurs parties du monde. Il n'était pas tout seul à travailler. Il y avait des laboratoires à Lyon, il y en avait à Sydney, il a même travaillé avec Cuba. Donc en fait, c'est génial, quoi. C'était vraiment un travail communautaire. Et tu as eu connaissance de ce personnage par hasard ou c'était déjà C'était une formation qui était proposée. Et du coup, je me suis dit tiens, ça serait intéressant pour nous ici. Du coup, je suis allée à Dijon. Et quand je suis arrivée à Dijon, j'ai rencontré un pharmacien qui s'appelle Jean-René Mestre. Et Jean-René travaillait avec le professeur Rapin. Donc ça faisait déjà un moment qu'il travaillait avec lui, ça veut dire qu'il nous donnait des cours également. Parce qu'il y avait plusieurs professeurs. Hein. Et puis, je discute avec Jean-René, et la chose qu'il me dit, c'est qu'il m'a dit que dès qu'il a entendu le professeur parlait de cette façon de se nourrir, il m'a dit, je m'y suis mis tout de suite, parce je crois qu'il devait être un petit peu obèse. Et puis aussi, il travaillait parce qu'il était situé dans le centre de la France. Et là, il s'occupait aussi des pompiers volontaires. Et il y avait des pompiers qui à 40, 45 ans, qui mouraient. Et lui, il était étonné, mais que c'était des gens qui étaient déjà un peu obèses, quoi, tu vois. Et quand il a entendu parler de cette façon de se nourrir, du coup, il est allé se former. Il m'a dit, je m'y suis mis tout de suite. Quand je l'ai vu, il était tout mince, tout bien physiquement, quoi, tu vois. Et il m'a dit, quand il m'a dit ça, je m'y suis mis tout de suite, parce que j'avais mes collègues qui mouraient obèses, et puis on savait pas pourquoi vraiment. Et lui, il était tout mince, donc il avait retrouvé sa forme, quoi, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis, quand je suis revenue à Tahiti, qu'il a fallu partager ça avec les patients, j'ai vu le temps que ça me prenait au comptoir. J'ai dit, attends, c'est pas possible, je peux pas faire ça, c'est pas possible comme ça. Il fallait trouver une solution, et du coup, j'ai eu l'idée de partager cette connaissance, voilà. Partager cette connaissance avec les gens, c'était sur ma terrasse. Et ça a commencé comme ça. Voilà, c'était une fois par mois, le samedi matin, sur ma terrasse. Et maintenant, ça fait bien 10 ans que je le fais. Et les gens viennent volontiers, viennent se confier, viennent... En fait, les gens, on en parle au comptoir, et ceux qui sont vraiment pas bien, et puis on leur dit, écoutez, voilà, il y a un petit atelier qui est fait, est-ce que ça vous intéresse d'y aller? Bon, c'est gratuit, bon. Et donc, il y en a qui viennent. Alors, il y en a qui suivent, et puis d'autres pas, bien sûr, comme d'hab. Hein. Alors, tu préconises une alimentation raisonnée selon l'horloge biologique de chacun. Voilà, c'est ça. Parce que notre corps est régi par une horloge. On a une horloge biologique. Donc, en fait, dans la journée, donc, il y a 4 pics de cortisol. Cortisol, c'est l'hormone du stress, l'hormone qui te permet de bouger, qui est sécrétée au niveau des reins. Mais en même temps, il y a de la nourriture qui s'appelle la graisse animale, c'est du cholestérol, mais ce cholestérol va être transformé en cortisol. D'où l'importance le gros pic de cortisol a lieu le matin. D'où l'importance de manger. Le repas du matin, c'est le repas le plus important de la journée. C'est le repas qu'il ne faut surtout pas sauter. Donc les choses à amener, c'est des graisses animales, des féculents et des protéines. C'est tout. 0 sucre rapide. Pas de confiture. Pas de confiture, pas de fruits, pas de choses sucrées. Non. Il faut amener des féculents. Comme je dis, le féculent, j'appelle ça le collier de perles. Le glucose qui va servir à être brûlé dans les cellules pour donner de l'énergie, j'appelle ça la perle.
Donc la perle, elle rentre dans la cellule pour être brûlée, pour donner de l'énergie. Et donc moi, ce que j'amène au corps, c'est pas plein de perles qui vont aller dans le sang, mais un collier de perles. Comme ça, quand le corps en a besoin, il va aller sur le collier chercher. Donc tu n'auras pas ces fringales, tu vois. D'où le matin, on évite de manger les choses sucrées, tout ce qui est sucré. Voilà. Donc dans ces ateliers, tu expliques aux gens. J'explique, voilà. Donc il a fallu que je trouve des images. C'est ça qui c'était pas évident d'aller expliquer des 10 jours de formation et après expliquer ça en 2 heures de temps, c'est pas évident. Donc il a fallu que je trouve des images. Donc il y a les ouvriers qui bossent le jour pour donner l'énergie. Puis après les ouvriers de nuit qui sont les éboueurs, qui vont nettoyer, réparer. Tout ce qui a été abîmé pendant la journée, ils réparent, mais encore faut-il leur amener le matériel pour travailler correctement. Sinon, ils ne peuvent pas travailler correctement. D'où l'importance de manger les bonnes choses à la bonne heure. Par exemple, les fruits, tout ce qui est sucré, c'est à 4-5 heures de l'après-midi. 4-5 heures de l'après-midi, c'est là qu'il faut amener les fruits. Tu renverses des habitudes. Tout à fait. Donc, il faut amener tout ce qui vient des arbres. Voilà, c'est bien. Ta clientèle, c'était des gens obèses, des gens qui avaient des problèmes de poids, de volume, de santé. Est-ce que tu as été récompensé dans tes efforts avec des gens qui ont... Ah oui, tout à fait. Tout à fait, oui. J'en ai un qui est venu... Un jour, je vois arriver ce monsieur, il était tout mince, tout beau, avec sa femme. Alors, je lui dis, vous vouliez me voir? Je lui dis, vous vouliez me voir? Parce que je vois pas du tout qui c'est. Et il me dit, je suis venu à ton atelier il y a 5 ans. Oula, ça m'a donné un coup de vieux, toi. 5 ans. Et sa femme lui dit, écoute, monte tes photos. Quand j'ai vu les photos, je me suis souvenu de lui. En fait, il avait perdu 60 kilos et il n'est plus diabétique aujourd'hui. Donc, la santé est vraiment dans l'assiette. Il n'est plus diabétique. La perte de poids, l'amaigrissement a permis d'évacuer le diabète. La santé dans l'alimentation. Amener la bonne chose à la bonne heure, c'est comme lui, celui qui nous a créé, qu'on croit ou qu'on croit pas. En tout cas, on a été créé. Nous ne nous sommes pas créés tout seuls. On a été créés. Donc, regarde un cocotier. Regarde le cocotier. Quand tu as ce cocotier comme il monte, tout est dans le coco, dans le fruit. Donc, en fait, tout est réglé déjà dans le coco. Donc, en fait, parce que tu peux pas planter un coco et puis ça va pas te donner un bananier, hein. Ça va te donner un cocotier. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Si tu amènes les bonnes choses aux ouvriers qui bossent de jour, aux ouvriers qui bossent de nuit, tu amènes les bonnes choses à la bonne heure, ils ont de quoi travailler et puis ils vont donner soit un cocotier, soit un bananier. Et ces ateliers continuent à fonctionner? Oui, je vais continuer là encore. Donc il suffit de s'inscrire, il suffit de... Il faut venir, il faut qu'ils aient envie aussi, tu vois. Il faut être motivé, parce que des fois, je rencontre des gens, oui, je suis venue déjà à ton atelier. J'ai pas encore mis en place, comme ça, Royan. Hein. Après, qui c'est qui paye tout ça? C'est tous les gens qui bossent. Hein. Après, c'est la CPS, et là, en ce moment, la CPS n'en peut plus. Hein. Et si elle en peut plus, comment on fait? Quand on n'aura plus les fonds qui viendront de France, après, comment on va faire? Je sais pas. Mama tete uru ya tunu ya ama pahite pa tairi irie ya wa iriti te hune aite iyo iriti te hune aite iyo mama tete uru ya tunu ya ama pahite pa tairi irie ya wa iriti te hune aite iyo iriti te hune aite iyo. Les études finies, pharmacienne établie et épanouie, tu continues à chercher quand même à améliorer la santé de tes congénères, de tes... Tout à fait.
Tout à fait. Ces ateliers. Mais parallèlement, vous avez aussi, avec ton mari a quitté après sa retraite, est devenu chercheur, vous avez monté le Monoeil. Le Monoeil avait quelque chose d'important pour toi, ça rappelait des massages de ta grand-mère, ça rappelait tout à fait. Cueillette de fleurs de tiare. Oui, tout à fait. Ma grand-mère était une soignante à la presqu'île. Elle s'appelait Mama Vahiné. En fait, c'était Vahineri à Teahu, famille Teahu de Tchopoa. Et elle soignait les gens avec les plantes qu'elle avait chez elle. Elle savait que des gens allaient venir ou qu'un enfant allait arriver. Tiens, dimanche, il y a un enfant qui va arriver. Et comment elle pouvait savoir ça? Il n'y avait pas de téléphone à l'époque. Elle devinait. Mais c'est incroyable, oui, elle devinait. Elle devinait. Comment elle savait? Je n'en sais rien. Et les gens arrivaient, et puis donc, alors elle les soignait. Elle les soignait des fois. Bon, après, le bébé arrivait avec la maman, puis elle discutait un petit peu avec la maman, tout ça. Et à la fin, c'est la maman qu'elle soignait. Et comme le bébé va prendre le titi de la maman, du coup, il est soigné également. Hein. Est-ce que le Monoeil faisait partie de sa pharmacopée? Enfin, c'est surtout les plantes. Hein. Elle n'était pas trop dans les massages, elle. Mais le Monoeil est quelque chose d'important. Oui, bien sûr. Nous, quand on était petits, on était massés à ça. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a le Monoeil. Si tu veux, autrefois, on râpait le coco, puis on mettait toutes les fleurs de tiare comme ça, on mettait au soleil. Puis après, l'huile coulait, et puis donc, tu avais toutes les molécules chimiques qu'il y a dans le Monoeil, qu'il y a dans le tiare, rentraient dans l'huile de coco, là. Et donc, ça fait un super mélange. L'huile végétale avec on va dire, les huiles essentielles qu'il y a dans le tiare, hein. Et on s'est aperçu en faisant des analyses, justement, que, comme tu parlais de Philippe, il fait les hydrolats à partir de nos plantes. Et ces hydrolats sont analysés en France après, et on connaît exactement les molécules. Qu'est-ce qu'on appelle les hydrolats? Les hydrolats, écoute, dans un grand bac, il y a des fleurs ou les fruits, les feuilles de plantes. Ça peut être le nono, ça peut être il a étudié sur plein de choses, hein. Le ylang-ylang, sur le pulao, sur le nono, sur toutes les plantes. Donc, toutes les plantes utilisées en médecine traditionnelle. Et quand on a fait, alors on fait passer la vapeur d'eau dedans. Quand la vapeur d'eau passe dans les plantes, eh bien, elle va se charger avec les molécules. Elle va se charger des molécules de toutes ces, les essentiels qu'il y a dans la plante. Et après, on recueille l'eau qui sort. C'est ce qu'on appelle l'hydrolat. Et s'il y avait beaucoup de plantes, au-dessus de cette eau, donc au-dessus de l'hydrolat, il pourrait y avoir les huiles essentielles qui commencent à se mettre au-dessus, parce que c'est pas soluble dans l'eau. Donc nous, ce qu'on garde, c'est l'eau qui est dessous, l'hydrolat. C'est ça l'hydrolat. L'hydrolat, ce n'est pas n'importe quoi. L'hydrolat, pour nous, c'est donc un passage de cette eau dans la plante, et on recueille toutes les molécules chimiques qui sont solubles dans l'eau. L'eau qui est enrichie par les vertus de ces plantes. Voilà. Et là, tu t'aperçois que nos anciens, ils étaient calés, ils faisaient c'est incroyable, ils soignaient telle ou telle maladie avec telle ou telle plante, et puis aujourd'hui, c'est... C'est dire que vous avez monté un laboratoire? Oui, on va dire ça, oui. Mais c'est Philippe qui a monté ça. Et alors, pour en revenir au Monoeil, avant de passer aux hydrolats, vous avez commencé par faire de la cosmétique un peu. Voilà. Mais ça, c'est plus le domaine de Philippe, là, tu vois. Voilà, donc de la cosmétique avec les Monoeil. Le Monoeil, c'est vraiment le produit de base. Quand tu imagines que dans le Monoeil, tu as un anti-inflammatoire, on appelle ça, c'est l'aspirine, dans la fleur de tiare. Et donc, le Monoeil, c'est le mélange de cette huile de coco avec la fleur de tiare. Et c'est un nom polynésien, Monoeil. Et puis là, il faudrait que nos dirigeants prennent conscience de l'importance de ce mot Monoeil. C'est notre mot à nous, c'est local. Il faut le garder maintenant. Maintenant, ce mot, c'est un mot polynésien, mais qui veut pas dire n'importe quoi. C'est le coco avec les fleurs de tiare. Mais maintenant, ce mot-là est utilisé n'importe où. Moi, j'ai vu en France, il y avait du Monoeil qui était vendu. C'était un liquide qui était clair comme l'eau. Puis il y avait juste 1% de Monoeil dedans. Mais il faut qu'ils prennent qu'on protège
Mais il faut qu'on protège ce mot-là, mon œil. C'est vachement important. C'est quelque chose qui fait partie de nos coutumes à nous. C'est nous, Polynésiens. Et il n'est pas assez défendu. Non, il n'est pas assez... non. Il faut que les gens prennent conscience de ça. Ça, c'est une activité parallèle que Philippe a menée. Mais tu étais femme, tu étais intéressée probablement parce que bien sûr. La cosmétique. Et vous êtes partie au Vanuatu. Oui, au Vanuatu aussi. Bon, là, Philippe pourra mieux en parler, hein, voilà. Et tu l'accompagnais. Voilà, je l'accompagnais. Alors, quel regard tu as porté sur les gens du Vanuatu que tu connaissais peut-être? Parce que comme tu as vécu à Nouméa, tu connaissais peut-être les Nouvelles Hébrides. Oui, mais j'étais gamine, hein, j'étais petite, mais c'était juste en passage, quand on allait en bateau, on s'arrêtait au Vanuatu, et puis après on partait sur Nouméa. Hein. Eh ben écoute, ce sont des gens qui... Tu parles des Vanuatais? Oui. Eh ben écoute, ce sont des gens qui vivent... on va dire, c'est Tahiti il y a 80 ans. Ils n'ont pas tous les moyens que nous avons aujourd'hui, nous, ici. Hein. Tu les vois souvent, ils sont à pied. Quand ils sont à pied, sur les bords de route, ils sont dans leur petit village qu'on voit pas trop, parce que c'est caché par la verdure, tout ça. Mais souvent, tu as les gamins qui sortent de l'école, qui sont sur le chemin pour rentrer chez eux. Ils sont à pied. Ils vont à pied. Donc c'est vraiment Tahiti il y a longtemps, mais ils sont sympas comme tout, vraiment gentils. Et voilà, ils ont une bonne mentalité. Enfin, je sais pas, moi j'ai aimé. Oui, tout à fait. Donc ces ateliers continuent. Ah, les ateliers. Philippe s'en occupe. Les hydrolats, c'est Philippe qui s'en occupe aussi. Voilà. Les ateliers, je vais continuer tant que je serai en bonne santé. Hein. Il n'y a pas de raison. J'espère. Et tu as une clientèle de jeunes ou de gens assez âgés? Moi, c'est plutôt les gens malades, ceux qui ont des pathologies. Trouver une solution C'est-à-dire que qui savaient même pas que ça existait. Donc c'est moi qui vais vers eux pour leur dire, écoutez, vous voulez pas essayer, vous voulez pas venir écouter ça, sachez comment fonctionne votre corps et puis mangez ce qu'il faut à la bonne heure. Si vous voulez améliorer votre corps. C'est pas la peine d'aller demander à machin. Écoute, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Déjà, prends ta santé en main toi-même déjà. Déjà toi-même. Donc moi, je vais surtout vers surtout les gens qui ont des pathologies. C'est vers eux que je vais. Et puis de temps en temps, ils viennent avec des jeunes, par contre. Mais là, j'étais étonnée parce qu'il y a des jeunes qui ont bien entendu, qui ont très bien entendu. Un jour, à la sortie d'un atelier comme ça. La maman, elle s'arrête dans un magasin pour acheter de la nourriture et puis elle dit tiens, on va prendre ça pour le goûter. Et le petit, qui devait avoir 12 ans, il lui dit non maman. La dame, elle a dit qu'il fallait surtout pas manger ça à cette heure-là. Attention maman. Le petit avait entendu et ça j'ai aimé. Donc ça veut dire que même il y a des petits qui sont ouverts à ça. Et parallèlement, tu fais partie d'associations féminines? Ah oui, alors je fais partie d'une association qui s'appelle le Sor Optimiste. C'est du latin. Soror, c'est les sœurs. Soror, ad, vers, optimum, vers le mieux, vers le meilleur. Sor Optimiste. Et donc ça fait
Ça fait bientôt 100 ans. Ça a été... je suis plus très sûre exactement mais enfin, c'est assez ancien. Et ce club a commencé est né aux États-Unis. Et après, ça a commencé à évoluer dans le monde, et puis en France, en France. Et puis, nous, on fait partie des clubs français. Voilà. Et puis donc, on aide les femmes, surtout les femmes qui sont violentées, donc ils se retrouvent au Pu'otehau, souvent avec leurs enfants. Donc, et le club s'est intéressé à ces problèmes de santé, ces problèmes féminins. C'est pas la vocation de... C'est pas tout à fait sa vocation, là. Hein. Elle, c'est plutôt aider les femmes qui sont en difficulté, qui se retrouvent donc là-bas avec... tu as les femmes qui se retrouvent là-bas avec leurs enfants, parce que les maris étaient violents, voilà. Et puis on est là, on essaie de... Souvent, ce sont des femmes qui ne sont pas tellement allées à l'école. Oui, qui ne sont pas très formées, qui n'ont pas... D'où l'importance de l'école, comment faire comprendre aux gens l'importance de la chance qu'on a d'avoir des écoles gratuites, que j'aime bien quand j'aime pas quand j'entends le mot gratuit, parce que, en fait, rien n'est gratuit. Ça coûte de l'argent à ceux qui travaillent. Donc, c'est pas gratuit. Il faut de l'argent. Donc, c'est pas gratuit. Et donc, en fait, quand tu vois, comparativement aux petits Africains, quand ils vont à l'école, moi, j'ai vu des reportages, ils peuvent faire 3 kilomètres à pied dans la forêt. De temps en temps, tu peux avoir un animal sauvage qui passe devant. Ils se nourrissent de quoi? Des baies qu'ils vont trouver sur le chemin, tu vois. Alors que nous, on a les écoles qui sont là toutes faites. Et avec on est privilégiés par rapport à... On est privilégiés, mais il y a le repas, et les gens ne voient même pas ça. C'est pour ça que tout donner comme ça, sans que les gens comprennent d'où ça vient, c'est pas une bonne chose. Hein. Ça me rappelle toujours ma mère. Ma mère, il a fallu qu'elle travaille dur, parce qu'elle était de Rangui. Il n'y avait pas d'école là-bas, elle n'était pas allée à l'école, mais par contre, elle savait la valeur de l'école, elle. On avait intérêt à bien travailler. Hein. Elle ne savait pas nous aider pour les cours, mais elle connaissait les chiffres. Alors quand on ramenait une mauvaise note, oulala. Et puis alors, des fois, je me souviens en Nouvelle-Calédonie, on avait à manger des haricots blancs tous les jours. Alors lundi, on mangeait haricots blancs, c'est super, on adorait ça. Mardi, haricots blancs. Mercredi, on commençait à faire la tranche. Et elle nous disait en tahitien c'est à amunoa et m'atate ore, ça veut dire mange, c'est déjà bien, t'as quelque chose à te mettre sous la dent, c'est déjà bien. Tu vois, cette phrase, je sais pas, je dois avoir 7 ans, 8 ans, elle est restée gravée dans mon cerveau, l'importance de ce que tu as déjà, l'importance. Tu vois, elle n'était pas allée à l'école, mais c'était une super couturière, mais elle avait ces idées-là. Mange, c'est déjà bien, t'as quelque chose à te mettre sous la dent. Hein, par rapport aux petits Africains qui vont 3 kilomètres à pied, ils mangent des baies, tout ça. Et nous, on avait déjà des haricots blancs. On n'avait pas les baies à aller chercher dans la montagne. et d'où l'importance de l'école, Et dis-moi, le fait tu as devenu une personnalité de la commune de Paea, on t'a pas proposé une place politique à la commune? Tu n'as pas eu... Écoute, un jour, je venais de m'installer, sont arrivées 2 personnes qui étaient déjà au conseil municipal de Paea. Il y avait Marie-Thérèse Danielson, Zaza Sarcio. En fait, après, je me suis aperçue que Zaza Sarcio, elle faisait partie de ma famille Sarcio, fêtée avec les Brodiens. Et puis, et donc, elles sont arrivées. Et elles m'ont dit, écoute, ça t'intéresserait pas de venir au conseil municipal? J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Bon, comme il y avait une tati là, j'ai dit, ben oui, pourquoi pas? Donc c'est comme ça que je suis rentrée au conseil municipal, mais je suis rentrée en tant qu'élue, c'est tout. Hein. Ouais, élue. Bon, on a fait quand même, avec Jackie Grave, j'ai fait 6 mandats. Hein. Alors la pharmacie a pris de l'ampleur. Vous avez maintenant créé une sorte de centre médical, parce qu'il y a des médecins tout près. Elle a pris vraiment de l'importance, ta pharmacie. Oui, petit à petit, ouais. Et oui, ce sont les choses qui arrivent petit à petit. Ben voilà, c'était sur mon chemin. Hein. Maintenant, quand je regarde ça, je dis c'était sur mon chemin, c'était prévu comme ça. Dans son plan divin là-haut, je pense que c'était prévu. Comme je disais, tu as ta voie qui est tracée, et après tu as les petites voies sur le côté là, les voies, comment tu dirais ces voies?
enfin les voies qu'il faut pas suivre, quoi, tu vois. On te dit, bon, il faut aller sur ce chemin-là, c'est mieux d'aller sur ce chemin tout droit, là. C'est une grande, grande route devant. Puis tu vas prendre des petits chemins de traverse à droite, à gauche. Là, tu vas faire des bêtises, des choses qui vont pas. Bah, écoute, c'est ton choix après. Moi, je pense qu'on a chacun une route qui est tracée. Puis les petits chemins de traverse. Après, tu choisis tes chemins de traverse ou ta ligne tout droite. Moi, je crois vraiment à ça. Moi, j'y crois. Alors, le chemin que tu as pris est un chemin scientifique, parce que pharmacien, c'est quand même déjà une connaissance scientifique. Est-ce que c'est pas la pharmacie est devenue un lieu de confidence un peu? Les gens viennent se plaindre d'un médicament, viennent se plaindre oui, voilà. du changement des médicaments. Oui, voilà. Des fois, tu as des plaintes comme ça. Alors moi maintenant, je les ramène toujours sur la bonne bouffe. Éviter la malbouffe, la santé est dans l'assiette. La santé est dans l'assiette. Alors, par exemple, l'homéopathie est un sujet maintenant de discussion, puisque en France, on semble désavouer complètement les médecins homéopathes, alors qu'ici, c'est quelque chose qui était devenu presque, là où papé était devenu un remède presque tahitien. Ah mais oui, je vois par exemple ma grand-mère, ma Véinée, dans ses recettes anciennes avec les plantes qui lui servaient de soins pour les gens. Écoute, j'étais étonnée, tu voyais sur les feuilles, tu as arsénicum album, Iociamus, arnica, mais en homéopathie. Donc alors, comment est-ce qu'elle a connu comment elle a fait connaissance avec cette médecine-là? Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, moi, je me suis lancée dedans. Pourquoi? C'est parce que quand je me suis installée, j'avais des dames d'un certain âge qui ne se soignaient qu'avec ça. Entre autres, il y en avait une. C'était une papa qui avait adopté 2 petits Tahitiens. Mais elle ne les soignait qu'à l'homéopathie. Puis un jour, elle arrive en me disant, écoute, tu sais, mon fils tousse, tout ça, alors est-ce que genre antimonium tartaricum ou IPK? J'ai dit, mon Dieu, la question n'est pas posée. Alors je regarde les bouquins, puis quand j'ai vu tout ce qu'il fallait connaître, j'ai dit non, aggravé par le type sensible. Puis j'ai dit, écoute, je reviens, j'ai dit, écoute, donne-lui IPK. Ok. Donc, alors là, elle est partie contente. Je me dis, bon, elle est partie contente, mais j'ai dit n'importe quoi aussi. On verra bien la prochaine fois quand elle reviendra. La prochaine fois, elle revient. Puis elle avait toujours le sourire. Je dis, ça a marché? Elle m'a dit, oui, ça a marché. Je dis, bon. Et puis les choses de la vie ont fait que je me suis retrouvée en France, où j'ai pu passer une année, mais enfin, c'était toujours entrecoupé. Je faisais 4 mois là-bas, je revenais 1 mois ici, 4 mois là-bas, avec les enfants qui allaient à l'école là-bas. Bon, heureusement que j'avais du monde qui s'occupait d'eux là-bas quand j'étais pas là. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment d'aller étudier l'homéopathie. C'est comme ça que je me suis remise à l'homéopathie. Je suis repartie sur Lyon, parce que c'est là qu'on avait fait la formation en homéo. Et puis, les choses que j'ai soignées, mais c'est à peine croyable. J'avais une de mes filles qui avait des molluscums avec un tube, mais à plusieurs dilutions différentes tous les 15 jours. Écoute, tout a explosé, tout a guéri. C'était incroyable. Mais après, même sur un chat, même les chats, les chiens. Et puis après, quand je lis les vieux bouquins d'autrefois, Hahnemann, tout ça, quand il en parlait. Puis les autres, après, qui sont partis en Afrique, ça marchait même sur les éléphants. Donc quand tu vois ça... ça te fait réfléchir. Ça te fait réfléchir. Tu peux pas aller critiquer l'homéopathie comme ça parce que c'est de la physique quantique. Il faut s'y connaître. On ne sait pas tout. Regarde l'univers comme il est immense. Toi ici, on voit le ciel bleu, mais tu vois pas la fin de cet univers. Tu le vois pas. Donc comment tu peux parler d'une chose alors que tu as tout un univers comme ça que tu ne connais pas? C'est difficile à donner des avis comme ça. Enfin, en tout cas, moi, l'homéopathie, pour moi, c'est... Ma grand-mère aussi l'utilisait, donc moi aussi, je suis là-dedans à fond. C'est le côté sympathique de la profession, c'est les conseils que l'on peut donner. Ah ben oui. On ne se prend pas pour un docteur pour autant, non. Mais on donne des conseils. Mais ça va, on arrive à faire passer le message. On arrive à faire passer le message quand même un peu plus facilement quand même maintenant. Hein.
Maintenant, là, tu parles de l'homéopathie. Quand je donne des conseils comme ça en homéo ou en hydrolat ou en changement de façon de se nourrir, je leur dis bien que ça, ce sont mes conseils à moi. C'est comme une canne que je leur donne. Par contre, le traitement du médecin, il ne faudra pas changer, il faut vraiment continuer comme ça. Par contre, s'il y a des choses qui changent, bien dire au docteur que voilà, je prends ça ou j'ai changé ma façon de me nourrir. Il faut que le docteur soit au courant. On travaille en commun tous les... Oui, il faut qu'ils se partagent. Oui, il ne faut pas arrêter un traitement comme ça, non. Il faut que le médecin sache que tu as changé ta façon de te nourrir, tu as pris de l'homéopathie, mais il faut travailler comme ça. Hein. Moi, c'est jamais à l'encontre d'un traitement d'un médecin. Pour moi, c'est plus un accompagnement. Une autre question indiscrète. Tu as beaucoup travaillé et ça a été compatible avec l'éducation des enfants? Maintenant, avec le recul, je me demande comment j'ai fait. Tu sais, j'étais tellement dedans que je saurais même pas te dire. Tu vois, quelquefois, je me pose la question. Mais j'ai eu de la chance d'avoir des gens qui m'aidaient derrière. J'ai eu ma maman, entre autres. Donc, elle m'a été précieuse aussi quand les enfants étaient petits. Hein. Elle m'a été précieuse. Il y a toujours eu du monde. J'ai eu de la chance d'être bien accompagnée. D'être aidée et entourée. Ah ouais, ça, je pense que ça, c'est hyper important. Et quels étaient tes moments de détente? Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu as le temps? Ah, maintenant, je me remets au tai chi. Le tai chi, écoute, là aussi, parce que c'est vrai qu'il faut bien manger la bonne chose à la bonne heure. Mais maintenant, il faut faire travailler le corps. Ça, c'est hyper important. Il faut que le corps bouge. Parce que quand ton corps bouge, tu fais travailler toutes les articulations, les muscles, les tendons, à droite, à gauche. Écoute, c'est hyper important de se donner du temps ou de temps en temps d'aller faire les bains de mer. Pour moi, un bain de mer, la mer, c'est un médicament. Toi, tu vas, s'il n'y a pas beaucoup d'eau, tu t'allonges comme si tu es dans ton lit, quoi, tu vois. Écoute, restez comme ça. Pendant moins 20 minutes, écoute, tu prends tous les oligo-éléments qu'il y a dans la mer, qui rentrent dans le corps. Sans nager. Même sans nager. Ou si tu peux nager, tu nages, bien sûr. Bien sûr, tu nages. Mais il faut bouger, hein. Il faut bouger. Ça, c'est hyper important. Nous voilà, Nirvana, au terme de notre entretien. Je te souhaite de sereines séances de tai chi et de belles plongées dans le lagon. Tu as assez travaillé, me semble-t-il. Et merci à Touiva Lambert qui a réalisé cette émission.